J'ai trois personnes qui ont demandé à intervenir. C'est Bakori, c'est Madame Fefri et Oustad Kharouz. Je vous propose de leur donner la parole et après on va revenir à un panel avec le professeur Bouni, c'est la vie. Et puis après, si vous souhaitez reprendre la parole, vous le ferez après. Il y a Leïla Tfadli. Donc Leïla Hafdi, anciennement enseignante à l'Institut agronomique et toujours dans l'enseignement supérieur privé. Donc je rebondis sur l'article de Telquel que j'ai également lu sur la fuite à tous les niveaux de notre société. Donc qu'est-ce qu'on fuit? On fuit à Maroc. Et il m'est arrivé à l'occasion de rencontres de jeunes qui partent de déterminer un profil. Je suis en contact plutôt avec les profils qui entrent en tous, qui sont installés dans une situation économique confortable et qui partent. Alors pour moi, bien sûr, il faudrait que personne n'ait le désir de partir pour fuir le pays, aussi bien les radeaux de la mort que les autres. Donc la migration économique, tout le monde sait ce qu'il faut. Il faut une économie beaucoup plus inclusive. Et pour les autres, il m'est arrivé de discuter, en fait, il faudrait un modèle qui puisse garantir à toutes les personnes leur bien-être physique, moral, intellectuel, et bien sûr rentre dans ces paramètres aussi bien le confort économique que les relations sociales, que les libertés de se mouvoir, que l'équité, et un meilleur profit des richesses, donc une meilleure répartition des richesses. Alors je vais aussi, donc je ne vais pas détailler, je ne suis ni sociologue ni économiste, mais il me semble déjà qu'à notre époque et un peu partout dans le monde, beaucoup d'actions sont assurées par la société civile. Donc il faudrait peut-être, chez nous plus qu'ailleurs, donner les moyens de travailler à cette société civile, bien sûr écrémée pour éviter les ONG à une personne, voilà. Et il faudrait des incitations du tissu économique, aussi bien pour favoriser ces actions de la société civile qui peuvent être désintéressées, que pour inciter les détenteurs d'argent et les financeurs à investir dans les secteurs que nous aurons jugés prioritaires, notamment dans l'industrialisation. Donc, comme disait M. Hissem, mon collègue ici à ma droite, opposer le travail et le capital, mais le capital peut également être bénéfique pour le travail. Si nous incitons par des mesures fiscales, notamment en exonérant les sommes réinvesties d'impôts, nous pourrions arriver à l'émergence d'un modèle économique peut-être un peu plus fort. Si nous exonérons d'impôts tout ce qui est investi dans la société civile, pas seulement les ONG d'utilité publique qui sont très rares, et pour tomber sur une ONG à l'utilité publique, il faut chercher beaucoup. On n'a pas le choix, disons. Voilà, donc il me semble aussi qu'au fil des conversations et au fil du vécu quotidien se dégage un manque de liberté. Je rejoins Madame qui parlait du manque d'égalité des genres, des stéréotypes qui s'accumulent et qui sont renforcés par tout le système institutionnel, aussi bien des médias que politiques, que réglementaires également. Et il faut que nos règlements s'inspirent tous de nos référentiels religieux, puisque beaucoup, qui ne sont pas très équitables vis-à-vis des femmes, s'inspirent des lois que nous avons héritées du colonialisme. Je cite par exemple les choses soulaliennes, les héritages soulaliens. Je cite les mariages avec les étrangers et étrangères, qui sont des héritages de la période coloniale pour faire plaisir aux tribus. Et nous continuons, disons, disons qu'un carreau à des privilèges en
maintenant cet état de fait qui est en train de changer avec beaucoup de... Bon, je pense que nous avons tous suivi les actions de certains militantes et militants en faveur de plus de répartition. Donc il faudrait, voilà, donc pour moi le modèle doit donner cette liberté, ces équité, liberté individuelle qui ne sont pas... Et puis un débat, dégager un débat autour de tous ces thèmes, sans tabou, aussi bien les thèmes sociaux que les thèmes économiques. Et donc la base reste la personne humaine autour de tout modèle de développement. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Sylvain Colli, Tfadal. Non? Très bien. Oustad Khalouz. Non, vas-y. Chichi. C'est à toi. Tfadal. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur Strati, Monsieur Zgdouni, chez Serge Ami. J'ai beaucoup profité de ce que j'ai entendu. Tous les points de vue que j'ai entendus, personnellement, me paraissent, excusez-moi de porter un jugement de valeur, intéressant. La question qui, pour moi, se pose, c'est quel est l'angle à travers lequel nous analysons ce dont nous discutons. Est-ce qu'il y a un modèle marocain? Il n'y a pas de modèle marocain de développement, c'est une forme de libéralisme dans le cadre d'une mondialisation financière ultralibérale débridée. Nous avons signé tous les accords de libre-échange, 90% ne donnent rien. Je ne vais pas faire de cours d'économie. Est-ce qu'il y a un contrat social? Il y a un contrat social, il y a un projet de société. C'est la Constitution. Sinon, à quoi sert la loi suprême? Professeur Azali, c'est effectivement la Constitution qui détermine les contours de ce que le Maroc veut et comment il va l'être, à quelles institutions, quels acteurs, quels mécanismes, quel jugement, quelle évaluation. La question qui est posée, effectivement, vous avez raison de le dire, entre ce qui est prévu et ce qui est fait, et c'est là qu'il y a un problème. Pour moi, choisir le système global de développement comme axe de travail me paraît très intéressant. Ce système global est désintégré, ce système n'est pas global. Est-il un système? Il n'est pas un système. Et donc il intègre à la fois les politiques économiques, à la fois la dimension institutionnelle, à la fois la dimension culturelle, à la fois les acteurs. Aujourd'hui, je ne vais pas être long, il est en panne. Non pas parce qu'il n'a jamais marché, parce que tel qu'il a été conçu, il ne peut pas aller plus loin. Donc je ne dis pas qu'il est en faillite, je ne dis pas qu'il a échoué, je dis qu'il doit subir une métamorphose. Et pour moi, la notion de métamorphose est essentielle. Les stratégies de développement maroc, telles qu'elles ont fonctionné, ne peuvent plus, dans leur nature, aller plus loin. Nous avons tous dit, professeurs, que nous sommes dans plusieurs depuis 40 ans. Il faut que l'investissement public augmente. Il est de 35%. Il faut que la croissance soit autour de 4%. Elle l'est. Il faut que la population diminue. Elle diminue. Il faut que le nombre de cadres augmente. Ils augmentent. Il faudrait créer les institutions. Elles sont créées. Où est le problème? Le problème est au niveau de 3 dimensions que je vais dire rapidement, faute de temps. Une, les Marocains ne voient plus ce qui se passe au Maroc. Tout le monde est branché. Aujourd'hui, il y a 44 millions de smartphones qui circulent au Maroc. Il y a 22 millions d'abonnés à l'Internet. Les jeunes Marocains font partie de ceux qui utilisent le plus dans le monde, statistiques de la Fondation Alit, les réseaux sociaux. Autrement dit, quelle est la perception du Marocain vis-à-vis du Maroc? Quel est le modèle de référence du Marocain? Ce n'est pas le Maroc. Ce n'est pas le Maroc. C'est le monde qu'il voit. Premier problème qu'il faut creuser. 2. Cette mondialisation à laquelle le Maroc a adhéré est une mondialisation qui suppose un certain nombre de présupposés qui n'ont jamais été construits au Maroc. Le Maroc a adhéré à un système dans lequel il n'a aucun moyen de jouer. Les règles du jeu ne sont pas les siennes et ne le seront jamais à mon avis. Par conséquent, parler de développement, c'est parler de culture de l'entreprise, de culture d'investissement. Le budget de l'investissement de l'État, c'est 27% du budget. L'éducation nationale, c'est énorme. C'est énorme. Le nombre d'universités, c'est énorme. L'investissement public, 35% du PIB, c'est énorme. Où est le problème? Ce n'est pas dans la quantité, tu as raison Larbi, ce n'est pas dans les agrégats, c'est dans la culture de l'entreprise. Et troisième élément, je ne vais pas insister, aujourd'hui, 2019, il y a 1,4 million
de chômeurs, de pauvres absolus au Maroc. Le taux de chômage est de 10%, 9,5%. C'est pas énorme. Où est le problème? 3. Pas de confiance. Les Marocains n'ont pas confiance dans les institutions et dans le système global de développement et de gestion du pays. 1. 2. Le Marocain a une perception négative. 51,4% des Marocains aujourd'hui s'estiment pauvres. Or, les pauvres absolus, c'est 1,4%. 2. C'est que les jeunes s'estiment hors circuit. 27% des jeunes Marocains, entre exactement 14 et 29 ans, n'ont pas fait d'école, n'ont pas d'emploi, n'ont pas de formation, changent depuis 2 ans. Le système de l'enseignement, il est en faillite, non pas parce que il n'y a pas d'école, non pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'on l'a cassé en 1960 et qu'on continue. Nous n'avons pas arabisé, nous avons orientalisé. 30% des entreprises ne veulent pas d'investissement parce que nous avons tout simplement introduit un islam qui n'est pas le nôtre. Et on me parle d'islam moyen. Nous n'avons pas d'islam moyen au Maroc. Qui introduit que l'hina est haram, que la musique est haram, que le mixage est haram? C'est le moshidine ou le moshadine. Qu'est-ce qui forme les intégristes? Qu'est-ce qui les forme? Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils viennent d'ici, ils viennent de l'école et des mosquées. Donc le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, le pays est encadré par des gens qui n'ont pas une culture ni capitaliste, ni libérale, ni de développement économique, ni d'entreprise. Et par conséquent, la perception que les Marocains ont, ils n'ont pas confiance. Ils sont totalement inspirés, happés par ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça qu'ils veulent partir. Non pas parce qu'ils sont conscients de trouver, ils sont sûrs de trouver mieux ailleurs, c'est parce qu'ils sont habités par un système dans lequel ils sont dans le scepticisme le plus total. On ne peut pas changer le système global de développement si on ne change pas la culture qui, pour moi, aujourd'hui, est le vecteur principal. Tous les ingrédients sont là, mais ça ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une défiance la plus totale. Merci. Je crois qu'on peut arrêter là. Tout a été dit. Non. Tout. On continue. On va continuer à nous enrichir. Oui, s'il vous plaît. C'est la nuit. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les organisateurs de cet honorable atelier. Moi, je vais dire 2 mots. Le premier mot, c'est que les politiques ne partagent pas avec la communauté scientifique à tous les niveaux. C'est l'Arabie vient de dire tout à l'heure, pour l'information, il faudra galérer. Et moi, je vais parler de la partie recherche. Est-ce que notre État investit dans la recherche? Je suis à l'Institut depuis 30 ans et toutes mes recherches ont été financées par les bailleurs de fonds. Aucun sou du gouvernement marocain. Nos travaux sont appliqués à l'extérieur. Nos travaux sont dans les tiroirs du gouvernement marocain. 12 tests d'État. Dans un labo, ils sont tous soit des recteurs dans des grandes universités au Canada, soit aux États-Unis, soit ailleurs. Le Maroc n'en profite pas. Et donc, ce que je viens de dire, il faut trouver le moyen d'écouter les scientifiques dans la partie transfert de technologie. Parce que tout à l'heure, Sirabi a dit, on peut produire, mais on ne peut pas être riche. Mais on peut être riche et ne pas produire, donc c'est l'amalgame. Nous sommes dans un système qui voit la quantité. Si vous regardez la télé et vous écoutez l'ensemble et les sommes d'argent, mettez un crayon et un stylo à côté de la télé et regardez les budgets qui sont dépensés. Quand on voit ces budgets, on doit dire que le Maroc doit être l'un des meilleurs pays de l'Afrique du Nord, voire même de l'Afrique en général. Mais quand on voit le problème, l'impact de cet argent sur le milieu rural, nous sommes une institution agronomique. Quand on sort avec nos étudiants, on voit que l'impact n'est pas là. Donc on nous critique quand on dit que le plan Maroc vert a fait la quantité, mais la qualité n'est pas là. La qualité en matière de valorisation, on ne la voit pas. Nous sommes dans une filière d'agroalimentaire. Nous avons développé des procédés qui sont adaptés à la réalité socio-économique des Marocains au milieu rural. Rien n'a été fait. Parce qu'il y a des gens qui écoutent
Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors que le procédé, moi je peux vous dire qu'il y a des brevets qui sont appliqués à l'extérieur. Pourquoi ne pas être appliqué au Maroc? Quand il y a des Tunisiens qui viennent chercher nos brevets que nous avons déposés et qui sont appliqués ailleurs, et que le Maroc n'a pas investi un sou, et qu'un Tunisien vient le prendre, un Brésilien vient le prendre, et quand on parle marocain, écoutez, nous on n'a pas les moyens. Moi je pense qu'il vaut mieux arrêter de construire des mosquées et construire des laboratoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, s'il vous plaît, je crois qu'on a oublié un petit contrat social qu'on a établi ensemble. On va redonner la parole au professeur Sadlani. Et puis, oui, après, on prendra après. C'était juste pour vous permettre, monsieur le professeur, de vous reposer, permettre à quelques-uns d'entre nous de l'exprimer, et puis après, éventuellement, le deuxième mi-temps. Merci, Monsieur le Président. Merci des amis pour vos réactions. Ça veut dire que mon propos a été percutant, tant mieux pour le partage collectif d'idées. Moi, je crois que ça serait utile d'apporter un zoom pour donner un exercice d'illustration dans ces Haïsam, en particulier et d'autres amis, sur la manière de procéder. Je ne partage pas du tout la déconnexion que tu sembles opérer entre le modèle et les politiques. Les politiques ne sont que des déclinaisons dans le temps du modèle. Donc je ne peux pas évaluer un modèle et encore moins de proposer un modèle alternatif si je ne passe pas par un exercice d'évaluation du modèle. Et l'évaluation du modèle ne se fait pas sur l'abstrait. Il se fait sur la base des politiques publiques. Qu'est-ce que mais je suis désolé, c'est Hissam. Là aussi, je ne partage pas sur la pensée. Très souvent dit, on sait que et on fait l'économie d'interroger les faits pour fixer les responsabilités. On peut dire, à juste titre, comme l'a précisé mon ami Driss Rose, sur le fait qu'il y a une défiance. Mais ça a une cause, des causes. Et les causes, tu ne peux les pointer qu'en procédant à une évaluation, à une analyse objective de ce qui a été fait. La défiance, le mépris, l'absence de confiance. Ça a été généré, induit par les résultats des politiques publiques qui ont servi de déclinaison à un modèle de référence. Donc, il n'y a pas de déconnexion à faire. Moi, j'appréhende les politiques publiques pour avoir un regard sur le modèle. C'est tout. Et donc, pour faire peut-être ensemble un exercice collectif sur l'idée d'identité du modèle. Moi, je vous propose à ce qu'on discute, on débatte sur une thématique. Mais qui est vital le bled? Qu'est-ce que c'est vital? Il y a la question du monde rural. Moi, je vous propose qu'on prend la question rurale comme objet. Objet de politique publique. Et donc, je la pose autrement. Quelle place ce nouveau modèle devra consacrer, réserver? Quelle vision à long terme de ce modèle pour le devenir des zones rurales financières? Voilà un objet. Par exemple, je pose. Et c'est en même temps la pertinence de poser cette question comme objet pour un modèle de développement, vu son poids et sa lourdeur dans les dysfonctionnements actuels des mujtama al-maghribi ككل. ماشي غير كعالم قارئ من فاصل. Exemple, des faits. Tout le monde sait que, selon le recensement de 2014, la population rurale représente près de 40% de la population totale du pays. Tout le monde sait que le secteur agricole est le principal vivier de la population rurale, puisque autour de 70%
de l'emploi rural est procuré par l'agriculture. Tout le monde sait que la population rurale active représente 40%, l'emploi dans l'agriculture plutôt représente près de 40% de l'emploi national. Alors, est-ce que le Maroc peut se permettre de continuer à consacrer 40% de ses actifs, lesquels actifs ne contribuent que par 12 à 15% du produit intérieur? C'est du gâchis de ressources. C'est un secteur d'activité dramatiquement sous-productif. Alors maintenant, là, il y a aussi une précision. Ce n'est pas la productivité au sens de nous, agronomes. Très souvent, on réduit la productivité à sa dimension rendement. Rendement à l'hectare, rendement par animal, par UGB, etc. Non, moi je parle ici de la productivité au sens économique du terme. C'est-à-dire la plus grande valeur ajoutée par unité de travail. وتصوروا 40% ديال اليد العامله في secteur qui ne produit que 12% de la richesse nationale. C'est un gâchis de la force. Une question, comment ça se fait qu'on continue jusqu'à aujourd'hui à être aussi peu productif dans l'agriculture? C'est le modèle qui a été choisi qui nous a conduit à ça. C'est quoi le modèle? Comment se fait-il que le Maroc, au lendemain de son indépendance, et très rapidement, a fait le choix pertinent, avec le recul. Moi-même, je le remettais en cause à une époque avec le recul et de l'accumulation. Je nuance, donc je ne suis pas, j'allais dire, dogmatique. À juste titre, il a fait le choix de consacrer une importance à l'agriculture. Au lendemain de l'indépendance, et le plus grand chantier, c'est celui de la politique d'irrigation de 1 million d'hectares. Aujourd'hui, pour votre information, nous sommes à 1,6 million d'hectares sur 9 millions de superficie agricole utile. Et pourtant, je le dis peut-être d'une manière brutale, le boulet de Maghreb, le boulet, fait les classements de l'indice de développement humain, tous les classements internationaux, le boulet de Maghreb, c'est le monde rural. C'est là où se concentrent les plus grandes poches de pauvreté, de précarité, d'un cadre de vie. Là. Et pourtant, le Maroc, depuis l'indépendance, il n'a pas cessé de drainer des investissements en faveur de l'agriculture. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on trouve des disparités considérables entre le milieu rural et le milieu urbain, quel que soit le critère de l'enclavement, l'accès à la santé, l'éducation, l'ancienneté, le nombre d'années de scolarité, le nombre d'élèves qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni à l'emploi, ni net. Le niveau de dépenses des ménages, le niveau de vie, le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès à l'électrification, l'espérance de vie. Est-ce que vous savez qu'un enfant fait milieu rural à sa naissance, il démarre avec 10 années de retard par un enfant né à Casablanca. 10 ans, à la naissance. Il part déjà avec un retard. Pourquoi? Parce que le choix a été fait. Et c'est un choix. C'est pas comme ça. A été fait de réduire le monde rural à la seule dimension de production agricole. C'est un espace mahboul. C'est tout. Et bien voilà le résultat. Quel est le résultat aujourd'hui? Même si les résultats officiels des recensements généraux de l'agriculture. Moi, j'ai la certitude que notre agriculture, malgré les milliards qui ont été déversés, notamment depuis 2008, avec l'avènement du plan Maroc vert, notre agriculture tire vers le bas, en termes de structure. Les structures foncières, elles lèchent à un débat de fond. Si Mohamed Haouane Hadr, Sidriss Toulali, que je salue et pour lequel j'ai toujours eu un grand respect, comme un de nos anciens, et qui a carburé l'Office de l'Har, la direction des affaires rurales, des terres collectives, et j'en passe. En fait, je la formule là, c'est l'absence d'un esprit de capitalisation, d'accumulation productive. Les gens, تيحسب راسو السيكتور عاد خلق معاه. شوفوا دابا في الagriculture.
واتا اللوغو ديال البلان ماروك فير دخل في اللوغو ديال المينيستير، يعني لاغريكولتور خلقات مع البلان ماروك فير. فين مشى هذا الشيء الناس اللي خدموا من الاستقلال؟ فين الناس اللي زوفيس السي فين جو لو فوا devant moi qui a carburé في لي بروفنس في لي زوفيسار رشيديه لوكوس تو سا زعما حنا هذاك الشيء كامل on n'a jamais rien fait حتى جا البلان ماروك فير. Donc il n'y a pas d'esprit d'accumulation. Je continue. On a réduit l'agriculture, le monde rural à la seule sphère de production. C'est ce qui fait aujourd'hui que la pression démographique, malgré la part relative qui diminue, mais en valeur absolue, la population rurale augmente. Mais c'est vrai que récemment, elle s'est stabilisée. Et donc, qu'est-ce qui fait? C'est un monde rural qui est fortement dépendant de l'agriculture, comme secteur d'activité. Et qu'est-ce qui fait que, mis à part les périmètres irrigués, et encore, c'est un secteur agricole qui reste fortement dépendant des avis climatiques, et notamment de la pluviométrie. C'est ce qui fait que, un secteur qui ne pèse que par 12% dans le produit intérieur brut, et qu'il y a une sécheresse, c'est toute l'économie marocaine qui se grippe. C'est le poids démographique ديالو في الدورة الاقتصادية. راه 40% ديال السكنة القروية راه شافت تشكل من قدرة شرائية في المغرب. Pourquoi? Parce qu'on a cantonné le monde rural dans la seule sphère de production agricole. Et même l'agriculture. Si au moins, ça a été dit tout à l'heure, si au moins on est allé jusqu'au bout, on a cantonné les politiques agricoles sur la sphère de production, on n'a pas intégré la valorisation jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente la grande industrie aujourd'hui en termes de valeur ajoutée? C'est pas grand-chose. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à. Et donc, le monde rural a beaucoup pâti de l'absence de véritables politiques publiques et du choix de modèle de diversification des activités économiques dans le monde rural. C'est des scrolls, il a عقلت هذا يلاه بديت نخدم في les années 80. راه خدم عليها il avait même fait une communication في حالة في les cartes, en son absence de Ramar Remouha. Je me souviens encore, au nord de la Syrie. Sa thèse, sur quoi elle l'a fait? Pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure, pour revenir, c'est Mohamed aussi de l'Estoulali, notamment. هذه les griefs qu'on évoque là, aujourd'hui pour l'agriculture marocaine. وراه الإخوان السيد الأستولالي والسي محمد راه شاركوا فيها في الرابور زعما في السبعينات، أنا باقي يلاه في التروازيام راني هضروا. Voilà une autre illustration ديال المبحث. On est amnésié. On est amnésié qu'on ne capitalise pas. هذا الشيء راه داروا الناس قبل منا. والرابور زعما في السبعينات البروجي سكوب اللي خدم فيه لازاريف ونجيب بودربالة الله يرحمه والسي الحنيمي كي ميتنا كوميساريا وبور باسكو وفيليب جوف وفرانسوا بابي اتسيتيرا وعبد الله حمودي وتامر خيار وهادشي راه تقال. Mais pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Et donc, هذه القضية اللي تنقول لك على السي حسام على الموند رورال، فوالا ان ديبا كاين بلاص. أنا شخصيا أنا je ne crois pas du tout à un secteur agricole qui va durer avec ce qu'il est aujourd'hui. أنا j'ai surtout la conviction qu'on ne peut continuer à considérer que l'agriculture est le seul support du monde rural en termes d'activité économique. Je vais même plus loin. Il est temps, à mon sens, et ce n'est pas, on va dire, un aspect qui a été évoqué tout à l'heure, ce que j'appelle les politiques de saupoudrage. Depuis, pour revenir, je crois, à Nassim Mohamed, quand il a dit, pour ne pas nous perdre les méandres de l'histoire, il vaudrait mieux carrer notre exercice sur le nouveau règne. Je vais y revenir. Donc, il y a un échec qui va conditionner le sort du Maroc à travers le sort du monde rural. Il y a la question foncière. La question foncière. أنا شخصيا وصلت منها parce que là aussi c'est une erreur de nos anciens ministères de l'agriculture et que j'ai commise moi aussi. On avait toujours cru que la solution de la question foncière et sa préservation contre l'émiettement, le morcellement, était du ressort du ministère de l'agriculture. D'ordre technique, Racine Idriss راه حاش هادشي.
Donc, le code des investissements agricoles 69, les dispositions pour lutter contre l'émiettement, le morcellement, pas d'exploitation moins de 5 hectares, la viabilité, etc. Ça n'a pas résisté, les lois sont là, mais la division de fait continue à s'opérer jusqu'à aujourd'hui. Voilà, si vous apprenez qu'il est le taux de l'indivision aujourd'hui, la superficie agricole, on dit très bien. Et ça ne cesse d'augmenter avec l'accroissement démographique. J'estime qu'aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? فتوى فقهية علمية ماشي ديال المينيستير de l'Agriculture. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger, une menace pour la sécurité alimentaire du pays. هذه راه خص يطبق فيها بحال داكشي ديال l'expropriation pour l'utilité publique. المنفعة العامة تغلب على المنفعة الخاصة. Si on laisse continuer comme ça cet émiettement de l'assiette foncière du fait des droits successoraux, on va finir par tuer notre agriculture. Donc, voilà l'ICRA, l'ordement, au plus haut niveau de l'État. C'est une question qui touche aux droits successoraux. Ce n'est pas du ressort du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas du ressort du ministère. C'est-à-dire, qui soit approuvé et appuyé par la plus haute autorité du pays. Je ne suis pas en train de revendiquer ou de dire qu'il faut déshériter les... Non, ce n'est pas du tout ça. C'est comment faire en sorte que les droits des uns et des autres soient préservés sans remettre en péril, et je pèse mes mots, la sécurité alimentaire en tant qu'attribut de souveraineté nationale. L'attribut de souveraineté nationale de la sécurité. Pour revenir, réfléchissant sur le modèle dans la durée qui nous concerne, depuis. Un autre, ça a été évoqué rapidement par CDS, qu'est-ce qu'on constate? Même les instances internationales, la Banque mondiale, l'OCDE, l'attestent. Le taux d'investissement public, c'est l'un des plus élevés au monde. Et pourtant, on n'arrive pas à émerger. Donc, qui m'appelle, je connais c'est l'Alaoui, si vous suivez la télévision, vous êtes payé des milliards, les le plan Maroc vert, le ravage, je ne sais quoi, alors on ne peut pas émerger. C'est phénoménal comme investissement. Donc, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité et d'allocation des ressources. Et là, quand vous regardez le paquet, donc combien énorme, de ce qu'on appelle les programmes sociaux. والله يتكلفوا. Vous perdez. كاين أكثر من 120. أكثر من 100. دابا je suis en train de faire l'exercice sur هادشي là. Vous ne vous retrouvez plus. فقوت les fonds d'affectation spéciale qui bourgeonnent, qui se chevauchent. C'est indigeste. Passez-moi l'expression. Qu'est-ce qu'on constate maintenant depuis l'avènement des européens? Il y a une forte volonté politique au plus haut niveau de l'État pour s'attaquer, mais on va discuter du comment, s'attaquer aux problèmes des pauvretés, l'inégalité, l'exclusion, etc. Mais je suis désolé, tous les programmes que vous voyez aujourd'hui, c'est des programmes que je qualifie, moi, des programmes de réparation. De réparation. De réparation de retard. Même les libellés, même SMIA dialogue, reflètent à l'esprit. Au lieu de que ce soit des programmes de développement, mais d'assistance. Je suis désolé. La quasi-totalité de ces programmes, vous croyez qu'en distribuant 1 million de cartables chaque année, vous allez résoudre le problème de la scolarisation des enfants? Et encore, on est des pauvres. Là, c'est pas sérieux. Quand vous voyez le décrochage scolaire, 300 000 par an, il y a donc les jeunes qui décrochent. Et c'est la bombe à retardement. Il faut le dire. Il faut avoir l'honnêteté. Donc, vous voulez les programmes de distribuer par-ci, par-là, ce ne sont pas des programmes de développement. Ce ne sont pas des politiques de développement. C'est louable d'avoir pris conscience que l'aide, alors il faut s'occuper de ces couches sociales. Mais il faut partir à la recherche, pour l'investissement sur l'ensemble de l'échelle. Il faut partir des potentiels, des territoires. Tout territoire, quel qu'il soit, fait des potentiels à valoriser.
Et on ne fait pas ça. On fait fi de votre assistant. Et l'année prochaine, vous allez le retrouver à nouveau, ainsi de suite. Au lieu, et qu'est-ce que ça implique? Ça veut un changement de paradigme. Au lieu de raisonner en termes d'assistanat, il faut raisonner en termes d'obligation de faire en sorte que, par et grâce aux ressources locales, je puisse induire, générer une dynamique de développement et qui va être apportée par les acteurs du territoire. Et l'État, les pouvoirs publics, les services publics, évidemment, devront être là pour accompagner. Plus que ça, il y a même des programmes qui ont des effets pervers. Je ne suis pas en train de dire que les politiques qui ont voulu que ces programmes soient vicieux. C'est pas du tout ça. Exemple, les années 80, 81, 82, 83. Je crois que c'est un Cédric, l'office de Harb ou la Fnadar Mahmoud. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait une sécheresse terrible, des plus dures, après c'est des années 40. Puis il y a des années 80. Je fais ça, j'étais à Saint-Denis, on va encourager les agriculteurs, moyennant des prêts garantis à la production, subventionnant les... pour 1 million d'hectares. Le programme 1 million d'hectares. L'intensification de l'étendue. On l'a fait. Mais 10 années, les dernières recenses mondiales, c'était comparé à la Guinée. Le Guinée devrait étendre après la place de l'orge. Et l'orge, comme c'est une céréale importante dans les systèmes de production, on le rappelle à juste mon ami Bouaziz, l'orge, c'est notre place. Chaque terre de parcours collectif. Ils ne sont pas destinés à être mis en culture. Voilà une politique de l'État dont l'un des effets pervers, c'est de mettre en péril un écosystème pastoral. Et pire que ça, le Fonds de développement agricole subventionne les tracteurs pour labourer la steppe. Fait au plateau de l'Oriental, subventionné par l'État. Un autre exemple, pour Maroc Verdun, tous les chercheurs, y compris les modèles qui ont encadré des étudiants là-dessus, la subvention à outrance pour l'irrigation goutte à goutte est en train de pousser les gens à surexploiter la nappe phréatique. Comment? Moi j'ai encadré des travaux d'étudiants ici, même sur ça. Comment ça se passe? On vient chez l'agriculteur, le petit, le moins de 5 hectares, on lui dit, tu passes goutte à goutte, l'État te subventionne à 100% des équipements, l'irrigation, etc. Et au lieu que tu continues à utiliser, moi je dis n'importe quoi, 10 000 mètres cubes à l'hectare, on va économiser à 40%, tu ne vas consommer que. Il faut des opportunistes comme il y a juste ça. Tu vas dire, ça traduit l'autre aspect de la mentalité. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, j'utilisais 10 000 mètres cubes d'eau, les gouttes à gouttes financées par l'État, je ne peux utiliser que 6 000 parce que c'est économe. Je t'ai dit, il a grandi les surfaces irriguées. Et j'aimerais bien que ceux qui nous cassent les oreilles par la communication sur les prouesses de ces programmes, qu'ils nous donnent les volumes d'eau prélevés avant et maintenant. Mais chez vous, j'ai financé, j'ai étendu de 500 000 hectares, 300 000 hectares. Qu'est-ce que ça a généré comme effet sur les prélèvements d'eau sur la nappe? راه دابا اصدق فلاح اللي كان تيستعمل 10 000 متر كوب وراه تيستعمل دابا 12 000 16 000 علاش؟ Ce qu'il a gagné en volume d'eau, il l'a étendu par la surface. Et donc finalement, on se retrouve à surexploiter les ressources en eau souterraines fragiles avec l'appui massif des subventions d'État. Je ne suis pas en train de dire que les concepteurs du plan Maroc vert ont voulu tuer la nappe phréatique, mais c'est pas ça. Tout ça pour vous donner quoi? Une autre illustration de l'incapacité de nos responsables, de nos décideurs à accepter l'exercice louable, constructif de l'évaluation et d'écouter les gens qui sont sur le terrain et qui regardent ce qui se passe sur le terrain. Et donc, là, un dernier point, et j'aurais aimé, s'il y avait quelqu'un à l'assistance qui nous parle du côté urbain, qu'est-ce qui se passe dans les villes aussi, pour le rural, et juste ajouter que le monde rural a besoin, dans la perspective de diversifier l'économie rurale, à ce qu'on développe ce qu'on appelle les centres émergents ruraux, et sur lesquels je crois Cédric avait déjà réfléchi à l'époque. Cédric Toulé, pour être précis. Les centres ruraux émergents. Merci.
شكرا. هذا c'est pas politique. مش politique sectorielle. Bien évidemment, تفضل. Je ne vais pas, ce n'est pas une réponse à l'intervention de notre ami Zigdouni, c'est un point de vue que j'exprime dans la réflexion que nous menons sur le système global de développement. Donc je ne vais pas revenir sur les politiques publiques, bien sûr, il faut les évaluer, bien sûr, etc. etc. Ce que je dis, ces évaluations, comme il les connaît, lui, parfaitement, les résultats, d'autres le connaissent, etc., c'est la situation est plus ou moins connue et partagée. Je ne vais pas revenir sur ça. Moi, je vais dire une chose, tout en gardant à l'esprit ce qui a été dit en matière de monde rural. Le problème aujourd'hui n'est pas un problème technique, ni au niveau de l'agriculture, ni au niveau du développement du monde rural, ni au niveau du développement du pays. Ce n'est pas un problème technique et ce n'est pas un problème de simplement de programmes. Parce que les programmes, pour ne pas dire politique, c'est des programmes qui évoluent en fonction des personnes responsables de la conjoncture politique, etc., etc., etc. Donc, à mon avis, le problème n'est pas là. C'est toujours le problème au niveau du système, comme a dit Cyril, là je le rejoins à 100%. C'est le système, la face, quand je dis système, c'est pour simplifier. C'est la culture générale qui rayonne dans la société, c'est le modèle libéral économique qui concentre les richesses et qui crée les inégalités, et tout le problème du monde rural, c'est les inégalités, parce que ceux qui décident pour le monde rural, ce ne sont pas les ruraux. C'est les inégalités dues au système économique que nous avons. Et ces inégalités concentrent la richesse à Casablanca, concentrent la richesse à Tanger, concentrent la richesse dans différents groupes sociaux, et tout le reste est marginalisé, et on doit apporter toutes les solutions techniques que l'on peut. Tant que ce système qui génère des inégalités est là, ces inégalités vont demeurer, et les solutions techniques ne vont être que des palliatifs, comme ce que tu as dit pour les programmes sociaux, car on traite essentiellement, je les appelle moi les traitements symptomatiques. On essaie de réduire la souffrance des gens, mais on ne traite pas les causes en profondeur. Ou les causes en profondeur, je reviens là-dessus, c'est notre modèle. Moi, je préfère le terme système parce que c'est dynamique. Notre système génère des inégalités. Si on ne change pas, comme on a dit tout à l'heure, c'est une mutation, une métamorphose du système pour qu'il ne génère plus les inégalités, on n'avancera pas, quelles que soient les politiques, quels que soient les programmes. Ça j'en suis certain. Maintenant, les défis de demain, parce que le modèle d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement corriger les erreurs du passé en matière de nature du modèle, en matière de structure du modèle. C'est aussi comment relever les défis de demain. Et les défis de demain ne sont pas uniquement les défis internes, c'est aussi les défis externes. C'est à la fois les défis sociaux, c'est les défis économiques, et c'est les défis, j'allais dire, même institutionnels et politiques. Nous ne sommes pas tout seuls sur cette planète. Les défis sociaux aujourd'hui, comment on va régler le problème d'immigration humaine? Nous recevons des gens qui circulent partout. D'où vient ce problème? Quels sont les problèmes de toxicité alimentaire à travers l'échelle alimentaire mondiale avec les accords de libre-échange? Comment nous allons faire face si on ne refonde pas, on ne réexamine pas le modèle lui-même, le système lui-même? Comment on va faire sur le plan politique pour faire face à ces guerres commerciales qui sont partout, à ces révoltes qui sont partout, à ce terrorisme qui est partout, nous sommes sur le qui-vive, tous nos moyens sur... Comment faire le modèle doit à la fois régler les problèmes qu'il a engendrés, c'est-à-dire les inégalités, etc., mais il doit aussi permettre de relever ces défis qui sont à la fois internes et externes. C'est ça, en matière de politique publique, moi je ne vais pas différer avec vous. Les politiques, elles sont ce qu'elles sont, elles génèrent, elles ont créé des problèmes, elles ont aussi apporté des solutions, parce qu'il faut être objectif. Il y a des choses que nous avons réalisées au Maroc qui méritent qu'on les mette en valeur, etc. Mais c'est grâce au programme politique. Mais le système est là, nous ne sommes pas les seuls de ce système. Nous avons pris ce système tel qu'il existe à travers la mondialisation, parce que nous sommes un pays libéral, mais ce système a produit des effets néfastes à travers le monde. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
Merci à vous. C'est vous, Aziz, tfadal. Je vais reprendre la parole pour exprimer mon désaccord total avec ce séisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on est d'accord sur le fait qu'il faut examiner le système, le diagnostiquer, etc. Mais si on veut agir, on doit mettre en place des mécanismes. Et c'est la mise en place de ces mécanismes dans le cadre du nouveau modèle de développement, c'est ce que Zgdoni appelle les politiques publiques. Donc, il a évoqué le problème des successions. Si on fait une enquête dans cette salle, pour ceux qui sont d'origine rurale, je pense que Zgdoni avait cité des chiffres. Chacun d'entre nous ici, ceux qui sont d'origine rurale, un certain nombre de familles sont dans un cas de co-héritier. Et celui qui exploite actuellement, qui dirige l'exploitation, il est dans une incertitude incroyable parce que ça ne lui appartient pas. Et donc ce qu'il a proposé, c'est vraiment une réflexion profonde sur ça. Le deuxième problème qui est en dehors de l'agriculture, c'est celui de l'énergie. D'abord, on parle du développement pastoral, de la dégradation des forêts. On ne peut pas demander aux habitants d'Imilchil et des îles de ne pas aller prélever du bois, les parcours, de ne pas aller prélever du bois pour se chauffer la forêt. Parce que c'est vital, il y a du froid. Donc, il faut que le ministère de l'énergie et des mines, notamment le secteur de l'énergie, il faut qu'on puisse, des subventions pour l'irrigation, il faut donner des subventions pour avoir une maison qui chauffe et qu'on est dans des conditions. C'est une question juste à la limite d'humain. Est-ce que on les considère comme des hommes avec un grand H? Ou là, c'est des gens, c'est une population, comme les appelaient les Français, les indigènes. D'abord parce qu'on est devenu dans un système qui n'est pas équitable. Et ça génère tout ce que tu viens de dire. Ça génère l'extrémisme, ça génère le fait qu'il y a des soulèvements à gauche, à droite, etc. Donc, on est d'accord sur le fait qu'il faut examiner le système, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes dans le cadre de politiques publiques qui sont en faveur d'une société équitable, d'une société qui partage ses ressources, d'une société qui puisse avoir une école à la hauteur pour tous les Marocains au même niveau, d'une santé publique qui a une certaine, la même à peu près pour tout le monde, mais chez un Maroc à 5 vitesses. Il a de quoi se soigner. Donc, moi, j'épouse plus ce que disait notre ami Zgdoni, sans oublier qu'on doit examiner les modèles, mais aussi, à la limite, aussi les modèles mentaux, les modèles de réflexion, les modèles. Alors, je travaille actuellement avec des collègues, 12 collègues à l'IAB sur les Oasis, sur un programme d'employabilité des jeunes. Ben, figurez-vous que les start-up ou les micro-entreprises que les jeunes ou les femmes rurales veulent mettre en place, ce n'est pas uniquement l'agriculture, c'est l'agro-industrie, comme l'a dit Sila Alaoui, c'est le tourisme, c'est l'artisanat, etc. Mais c'est une question, c'est comment créer la richesse, comment créer des emplois, comment l'immigration, etc. Donc c'est toutes ces questions-là qui ne sont pas uniquement agricoles, mais il faut qu'on cherche des mécanismes et des politiques publiques de soutien à travers les incitations, les subventions, etc. C'est ça la grande question. Merci. Merci beaucoup. C'est Anna, تفضل سي مرحبا. Je voudrais être extrêmement rapide. Je voudrais être extrêmement rapide et général. J'ai très nettement l'impression qu'il ne peut pas y avoir de développement sans liberté.
Et il ne peut pas y avoir de pensée sans liberté. Notre système de pensée est bridé. Nous n'avons pas suffisamment d'imagination, ni suffisamment de latitude, si vous voulez, pour faire le tri entre tout ce qui encombre notre esprit depuis des décennies, depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Tout commence par là, si vous voulez. C'est tout, j'allais dire, tout esprit de nouveau développement commence, si vous voulez, par le changement du système, du pensée dans lequel nous avons vécu et nous continuons de vivre jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous. Oui, c'est le cas. Merci, Monsieur le Président. Je vais uniquement poser une question à mon collègue et ami Selawi sur ce nouveau modèle de développement. Moi, j'ai travaillé au ministère comme ingénieur, je suis à la retraite. Maintenant, je trimballe un peu partout dans le Maroc en visitant plusieurs zones et le monde rural continue à constituer un pôle de défaillance par rapport à l'autre pôle citadin. Et le Maroc ne peut pas se développer si les deux pôles n'émergent pas. Pour cela, donc on a, comme l'a proposé M. Mouhten, si en réfléchissant uniquement le règne Mohamed VI, on a travaillé par des politiques sectorielles. C'est un ensemble de politiques, les routes, l'agriculture, l'éducation, etc. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation que vous connaissez tous, des chiffres qui sont alarmants, des écoles, nous avons un abandon scolaire très élevé, les chiffres ont été avancés, 300 à 400 000 par an. Nous avons la pauvreté. J'ai travaillé récemment avec la formation professionnelle en milieu rural. Vous serez étonné du nombre de diplômés qui sont au niveau des communes. Il n'y a pas une commune dans le monde rural où il y a plus de 500 à 600 diplômés chômeurs. Il y a même ceux qui ont plus de 40 ans. C'est 30% des 1 200 000 de chômeurs au Maroc. 30% sont des diplômés chômeurs qui ont niveau bac, bac plus 2, la licence, des masters, etc. Quand vous êtes à Emichil, vous avez 400, 500. Il y a 2 ans, nous étions dans une réunion à Emichil. Et les gens sont venus parce que nous sommes venus de Rabat, un groupe de chercheurs, etc. Et ils ont dit, peut-être avec ces gens-là, ils vont nous écouter. Il y avait plus de 400 dans la marche, dans une simple marche de réclamation de l'emploi par ces jeunes. C'est pour cela, moi je dis, je vous pose la question, quel modèle faut-il développer? Faut-il aller par des politiques sectorielles qu'on doit réformer ou aller vers les territoires? Moi, personnellement, je privilégierais les territoires. Et aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle géographie de nos politiques territoriales. On a 12 régions avancées. Et il faut se baser sur ces régions qui doivent faire le développement. Ce n'est pas Rabat. Rabat doit réguler, il doit légiférer, il doit contrôler, etc. Mais laissons les régions faire leur boulot. Parce que je me rappelle, quand Abdelaziz Mziane est venu au ministère de l'Agriculture, à un moment donné, on a créé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et de la mise en valeur, ou quelque chose comme ça. Et dans le développement rural, Syed Hafi était secrétaire d'État, il a occupé ce poste de développement rural. Et il nous a regroupé un groupe de cadres, on a dit on va travailler comment converger les différents départements. On a réuni tous les départements qui travaillent dans le milieu rural. L'énergie, l'eau, les routes, Jassi Ben Hima, Galina, que Syed Qadi, secrétaire général, Gala Syed Qadi, toi tu veux créer ton petit périmètre, au Britannique, je veux le donner. L'intégration au niveau du territoire. On a un périmètre irrigué, on a fait le drassa, on a fait le dos, on a fait nous sommes sur des logiques. Chacun a sa propre logique.
ولقينا بان سي با بوسيبل. مول التعليم ملي كيبغي يدير مدرسه تيقول لك خصني 5000 ولا 6000 هابيتون عاد دير لك مدرسه. انا كنكري ان بيريمتر اللي ب 250 فاميل. دونك la zone de montagne souffre de ce genre de choses. Il n'y a pas d'intégration de tous les programmes sectoriels au niveau d'un territoire. Et ce travail ne peut être fait que par les communes aujourd'hui et les collectivités locales. Ce n'est pas au ministère de le faire. D'abord, vous projetez les activités de chaque ministère. Vous allez trouver que on fait du développement rural. Ce n'est pas ça. Et je regrette. Merci. Je vous remercie. Oui, on a fait le tour. Il y a encore oui. C'est Safine. Alors, je ne comptais franchement pas prendre la parole et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous les intervenants, beaucoup d'idées très très riches, beaucoup de choses qui ont fait vibrer un certain nombre d'émotions chez moi. Et j'ai tenu quand même à en faire part parce que j'ai quand même l'impression, j'ai peur d'avoir l'impression d'entendre des choses que j'ai entendues il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai commencé ma vie active depuis 70 et je crois que j'ai démarré avec la mise en œuvre du Code des investissements agricoles qui a été précédé par de nombreux débats, discussions. J'entends des choses et j'entends toujours parfois une méconnaissance de notre réalité sur le terrain. C'est ça qui m'inquiète le plus. On a l'impression que dans les villes, dans les universités, dans les grands centres décideurs, on réfléchit. Mais on n'a pas toujours les clés de ce qui se passe réellement sur le terrain, où on en a une image qui n'est pas toujours celle qu'il faut. Quand j'entends qu'on déboise les forêts pour faire du feu, j'ai peur de croire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai. Je me suis baladé dans la région entre Azilel et Dmenet, je voyais le bois sur les toits, et je disais, mais pourquoi vous coupez? Et ils me disent, c'est pour les feuilles qu'on donne au bétail pour le nourrir et non pas pour faire du feu, parce que le feu maintenant on a le gaz et on a l'électricité. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, chaque fois que le pays est en crise ou connaît un certain nombre de crises, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réunions, on lance un plan, une commission et on commence à réfléchir. Et on prend des plans. Moi je crois qu'il y a une chose tout ce qui a été dit est certainement vrai, mais il y a une chose, quel que soit le plan qu'on adoptera, quel que soit le programme qu'on adoptera, le modèle qu'on adoptera, si on n'a pas les acteurs qui vont le mettre en œuvre, on n'a rien. Et je vous remercie. Bien, parfait. Bien, ça serait une gageure de ma part que de vouloir, restituer d'une manière ou d'une autre la richesse. En même temps des interventions, on a commencé par celle de notre conférencier principal, le professeur Zeldouni, et également des autres conférenciers, je crois, puisque beaucoup d'interventions avaient caractère et l'allure d'une réflexion profonde et réfléchie qui est basée sur une perception intéressante et attractive. Donc, merci à vous pour tout cela. Quelques mots cependant à retenir, et comme ça, à haute voix et de façon totalement relevant plus de l'affect que de... dire que nos débats ont essentiellement nous ont permis de nous enrichir mutuellement sur le constat des réalités d'aujourd'hui à la lumière d'un modèle, puisque effectivement, aujourd'hui, maintenant, je suis convaincu que quand même, il y a un modèle marocain, surtout lorsqu'on le compare à notre environnement régional immédiat. Nous avons choisi, après l'indépendance, un modèle de développement qui avait ses propres caractéristiques, essentiellement basé d'une manière ou d'une autre, fictivement ou pas, sur le pluralisme politique, sur l'entreprise privée, sur la centralité de l'État comme étant un acteur de développement,
n'est-ce pas, sur, j'allais dire, la recherche de la mise en place profonde dans la durée de l'État-nation, au détriment de beaucoup de choses qui caractérisaient un petit peu la diversité et la richesse de la société marocaine dans toutes ses composantes. Je crois que c'est ça. Évidemment, ce modèle a été revisité au fur et à mesure des pérénégrations de ce modèle, aussi bien sous les contraintes extérieures, hein, à un certain moment, avec tous les ajustements avec les directives en fait, que nous ont donné les institutions financières internationales, mais aussi face à des soubresauts internes, des crises internes également, qui ont fait que l'État a essayé, d'une manière ou d'une autre, j'allais dire, de servir à la communauté nationale une vision, un modèle revisité sur un certain nombre de choses, et particulièrement sous l'égide de la royauté de Mohamed VI. C'est un peu ça. Et donc on a fait un peu le diagnostic. Je crois qu'on a, et c'est peut-être aussi dû au profil des intervenants et des personnes qui sont dans l'auditoire, on a beaucoup zoomé sur le rural. Peut-être qu'un jour il va falloir aussi un petit peu ouvrir le débat sur le monde urbain et le urbain, parce que c'est une essentielle de la société marocaine aujourd'hui. Et c'est de là aussi que c'est aussi ces espaces-là qui génèrent des nouveautés, qui remettent en cause le modèle lui-même. L'urbanité étant un espace où, entre autres choses, les nouvelles technologies de l'information et de la communication jouent un rôle déterminant. Et le fait aussi que c'est dans ces domaines, dans ces espaces-là, qu'il y a une déperdition des valeurs. Fondamentalement, c'est à ce niveau-là qu'il y a une déperdition des valeurs. C'est là où on est, comment dire, en porte-à-faux par rapport à un modèle ancien, encadré par des valeurs, par des traditions, par des comportements, par la famille, par la grande famille, etc. Eh bien, la dislocation que connaît le monde urbain et ajouté aux nouvelles technologies de l'information fait qu'aujourd'hui, on a perdu les repères à ce niveau-là. Et donc, on est un peu impacté par tout ça. Et donc, nous, ici, on a beaucoup plus parlé du monde rural, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'énergie, on a parlé de l'eau, on a parlé également des valeurs, et de l'aménagement du territoire, etc. Donc un certain nombre d'éléments qui en même temps relevaient de l'évaluation de la situation, de l'état des lieux, mais aussi comportaient généralement dans les propos des uns et des autres des invitations à remettre en cause des choses et à recentrer, à recadrer, à adapter tout cela pour pouvoir rebondir au mieux des possibilités que nous avons. Je pense que l'élément humain a été l'un des éléments déterminants de notre réflexion. Si on doit retenir quelque chose, au-delà des structures, au-delà de la gouvernance publique, au-delà des idéologies, je crois que fondamentalement, on revient tout un chacun d'entre nous à la question de l'humain, qui est un élément fondamental et qui, en sourdine, en filigrane, chacun d'entre nous a considéré qu'il a été la victime de ce modèle dominant qui a prédominé au Maroc pendant 60 ans. Et la conclusion de notre ami professeur Alaoui sur la liberté est un élément fondamental. Je dirais aussi que la liberté ne peut pas ne peut pas éclore et se développer
climat général caractérisé par la peur. La peur. La peur des vis-à-vis, la peur des institutions partagées. C'est des peurs croisées. Hein. C'est pas du tout, ce ne sont pas les citoyens qui ont peur des institutions uniquement, les institutions aussi ont peur des citoyens. Donc il y a cette question fondamentale du manque de liberté véritable. Certes, il y a un simulacre, il y a beaucoup de simulacres dans notre pays, mais fondamentalement, la liberté ne peut pas éclore dans un climat de non-liberté, ou dans des comportements et même des systèmes, des lois, des textes, etc., qui sont liberticides. Non, ce n'est pas possible. Il y a fondamentalement deux grands problèmes lorsqu'on parle de l'humain qu'on doit aborder de façon frontale. Le problème des libertés, effectivement, et le problème des relations ambiguës, irriguées par une peur partagée et croisée entre les différents acteurs, en partant de l'individu, en passant par les institutions et en passant par la gouvernance publique de façon générale dans ses relations avec la communauté nationale. Voilà, si je devais résumer un peu tout l'esprit qui a présidé, c'est ces quelques mots-là qui me sont venus à l'esprit. Merci. Ben écoutez, on ne pouvait pas trouver une meilleure conclusion que justement ce rappel des grandes idées qui ont été débattues et des conclusions qui s'imposent. C'est-à-dire qu'avec cet atelier, en fait, on a fait une petite ouverture sur ce nouveau mode de développement. Et ce que nous espérons, peut-être que notre association voudra bien, d'ici quelques mois encore, vous inviter à débattre sur un sujet peut-être encore plus circoncis, pour justement entrer dans les vifs du sujet de ce nouveau modèle, dont on aura peut-être déjà quelques éléments produits par aussi bien la commission spéciale qui a été nommée récemment et qui a été confiée à Shakib Ben Moussa, que tout le monde connaît comme étant un grand commis de l'État, quelqu'un qui pourrait faire avancer un peu l'approche de ce nouveau mode de développement et effectivement compter encore une fois sur votre participation active. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais remercier les intervenants du panel, mais surtout également vous qui, au niveau donc de cette honorable assemblée, vous avez contribué par vos observations et vos questions à avancer le débat. J'espère que nos rapporteurs auront pris un peu la substantifique moelle de vos interventions et de vos propositions, et que cela nous aidera à rédiger un rapport qui vous sera sans doute distribué pour le soumettre encore à votre avis, corriger ce qu'on vous a fait dire sans que vous nous ayez donné l'accord, et peut-être justement arriverons-nous à produire quelque chose qui pourrait servir, qu'on transmettra peut-être à Shakib Ben Moussa et à qui de droit pour la suite. Merci de votre attention.